Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, Émilie Fléchard, vous êtes directrice adjointe de la fromagerie Gillot. Oui, Oui, tout à fait. c'est bon, je ne me suis pas trompé. Arnaud Delangle, pardon, vous êtes directeur général de Cultimer. Oui, c'est ça. Alors, Cultimer, en deux mots, qu'est-ce que c'est? En deux mots, c'est un groupement de conchyliculteurs, c'est-à-dire producteurs de moules et d'huîtres. D'accord, et je précise... Sur l'ensemble du littoral français. Ok. Que ce n'est pas une coopérative, mais une société. Absolument. Voilà, c'est important, on le verra après. Et Monsieur Cordier, bonjour. Et vous êtes responsable grand compte chez Le Saint. Donc Le Saint, pour les gens qui ne connaîtraient pas. D'accord. Donc Le Saint est un groupe familial grossiste-distributeur, historiquement en fruits et légumes bruts, première gamme et produits transformés, puis progressivement produits de la mer, et puis maintenant aussi viande et volaille. C'est un groupe qui couvre géographiquement, pour faire simple, du Havre à Toulouse. C'est 1500 personnes, une vingtaine de sociétés et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70% fruits et légumes, 20% marais, 10% viande volaille. Une clientèle à moitié grande distribution, moitié restauration collective ou commerciale. Et alors, Émilie, excusez-moi, je ne vous ai pas demandé de présenter la fromagerie Gillot, pardon. Ça a tombé sous le sens a priori, mais quand même, dites-nous en quelques mots ce qu'est la fromagerie Gillot. Donc nous, on est une entreprise familiale indépendante. On est situé dans l'Orne et notre cœur de métier, en fait, c'est le camembert de Normandie. Mais on fait également du lait, du Pont-l'Évêque et du Coulommiers et du Brie. D'accord. Bon. Alors, ma première question s'adresse à vous trois. Le titre de cette table ronde, c'est donc la collaboration dans les filières, de la fourchette à la fourche. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de parler justement de collaboration ou est-ce que c'est une utopie dans le contexte de guerre des prix dans lequel on se trouve, puisque c'est quand même ce qui préside aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de collaboration ou est-ce que c'est complètement à côté du sujet? Émilie, peut-être, pour démarrer. Eh ben, nous, pour le coup, en fait, en tout cas, au niveau stratégique, au niveau de l'entreprise, Ouais, d'accord. Je vais reprendre, excusez-moi. On pense, nous, que c'est une vraie nécessité aujourd'hui, qu'on travaille main dans la main, en fait, avec les enseignes pour créer de la valeur, pour valoriser les produits et justement sortir du prix et de cette guerre du prix. Donc, pour nous, c'est une nécessité. Et voilà. Une nécessité, oui, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a la place pour ça sur le marché? J'ai le sentiment, en tout cas, qu'aujourd'hui, il y a une demande des différentes enseignes sur certaines de leurs catégories de produits ou de leurs marques, de travailler justement en collaboration. Nous, on a un très beau projet, justement, qu'on vient de lancer. On va lancer le lait filière qualité Carrefour. Et ça a été une vraie... collaboration. On n'a pas coopéré, mais voilà, de la collaboration, de la co-construction. Donc j'explique. Donc c'est sur certaines catégories, sur certains segments de marché. Oui, je pense. Ouais. D'accord. Vous nous direz effectivement lesquels. Monsieur Delangle, oui, même question. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour cette collaboration, cette coopération dans un contexte de guerre des prix? Oui, pour moi, la réponse est clairement oui. Je pense que nous, ça fait longtemps qu'on travaille en filière avec plusieurs distributeurs, comme la filière qualité Carrefour, ou les produits U, ou les produits terroirs de Casino. Et on se rend compte que la mise en place de ces filières, ça nous amène à faire venir les distributeurs chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est pas forcément dans un bureau, mais on les emmène en mer. On les confronte directement aux producteurs et ça facilite énormément les choses des distributeurs qui comprennent les difficultés des producteurs quand il s'agit de discuter de quantité et de prix. Et quand on va faire nos référencements centrales comme tous les ans et faire nos négociations, nos équipes commerciales n'y vont jamais sans un producteur. Alors qui est un témoin, qui écoute, qui n'intervient pas. Mais manifestement, ça change le rapport. Absolument. Et la négociation, du coup. Complètement. On parle moins de prix. On en parle. Oui, je m'en doute. Mais il ne faut pas être... mais clairement,
le prix, la discussion du prix ne représente que la moitié de nos discussions. On parle produit, on parle contexte de production, puisqu'on est sur des productions annuelles. Donc discuter de l'environnement, ça permet de ne pas se focaliser exclusivement sur le prix. Oui. Monsieur Cordier, donc même question. Donc, alors vous travaillez, donc vous l'avez dit, avec la GMS et avec la restauration, restauration commerciale et collective. Privé-public. Donc le prix, beaucoup de marchés, de nombreux circuits. Donc voilà comment ça se passe là concrètement. Le prix, c'est une des composantes. Et naturellement, en fonction des circuits de distribution, les problématiques prix ne sont pas les mêmes. On ne traite pas le prix de la même façon avec un marché public qu'avec une société de restauration collective ou qu'avec un restaurateur commercial indépendant. Et avec la grande distribution, d'autres contraintes. On est sur un univers aussi fruits et légumes bruts, avec un environnement juridique de LMAP où tout ce qui est rabais, remise, ristourne est interdit, depuis 2011. Donc, alors LMAP, je ne sais pas si... C'est la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui à un moment donné a interdit la pratique des rabais, remises, ristournes. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le prix est effectivement important. Il y a place pour la coopération, la collaboration. Il y a place à la collaboration. Oui. Dans la composante du prix, à notre niveau de grossiste-distributeur, il y a forcément des coûts logistiques. Donc, on est amené aussi à tenir compte des coûts de distribution. Et là, en fonction des clients, selon qu'on livre à la palette, au colis, ou tous les jours, ou des contraintes logistiques qui nous sont données, il y a une approche prix qui tient compte des moyens engagés. Alors, Émilie, vous nous avez parlé donc du lait frais microfiltré que vous allez lancer. Tout à l'heure, j'ai été un peu vite en parlant déjà d'un partenariat avec Carrefour, donc que vous lancerez en janvier 2017. Vous nous en avez amené une bouteille ici même. Donc c'est un lait frais. Racontez-nous en quoi. Alors vous disiez que c'était un vrai partenariat là pour le coup. Donc racontez-nous cette démarche et en quoi est-ce que c'est un partenariat. D'accord. Donc la genèse du produit. Tiens, parlez près du micro s'il vous plaît. Voilà. Okay. Donc en avril 2015, en fait, Carrefour nous a contactés parce qu'ils cherchaient des gens pour pouvoir conditionner du lait. Et donc, suite à ça, on s'est rencontrés. Ils nous ont présenté en fait la filière qualité Carrefour, leurs valeurs et leur cahier des charges. Et nous, on a présenté respectivement notre entreprise avec notre cahier des charges à nous. Et suite en fait à ce rendez-vous, il y a eu vraiment un coup de cœur des uns et des autres, parce qu'il y avait vraiment des valeurs communes par rapport à notre entreprise et la filière qualité Carrefour. Et donc, suite à ça, ils nous ont renvoyé un cahier des charges. Et en fait, ce qui se passait, c'est que sur le cahier des charges, ils avaient fait le meilleur cahier des charges possible dans le meilleur des mondes, avec toutes les attentes sociétales, en fait, qu'attendaient les consommateurs. Et là, on a dit... C'est-à-dire deux, trois exemples d'attentes sociétales. Donc les vaches devaient être nourries sans eau. Alors les vaches devaient être nourries uniquement à l'herbe. Voilà. Toute l'année. Toute l'année, 100% de race normande. S'il y avait de l'alimentation qui provenait d'ailleurs, elle devait être uniquement France. Parce qu'après, on a regardé sans OGM, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, donc suite à ça, on leur a expliqué en leur disant mais attendez, aujourd'hui on ne peut pas répondre à votre cahier des charges. Et donc ils sont venus quand même nous rencontrer. Ils sont venus voir nos producteurs, comment nos producteurs travaillaient. Comme disait Arnaud, ils sont venus voir sur le terrain comment ça se passe. Ouais, il y a eu des rencontres. Et voilà, à partir du moment, et ça c'est vrai que c'est essentiel, que la grande distribution, les chefs de produits, viennent dans nos usines, viennent voir les producteurs. Il y a des échanges, il y a une compréhension en fait des problématiques. Et en fait, c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler et on a fait en fait un cahier des charges qu'on a construit en fonction de chacun a passé je veux dire. Oui, voilà, il y a eu un consensus. Il y a eu une discussion, oui. Voilà, il y a eu un consensus et je pense que c'est une très belle histoire parce qu'on voulait passer sur du sans OGM et en fait, ils nous ont poussés à dire il faut que vous soyez sans OGM à telle date. D'accord. Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est aussi. Donc, vous allez voir les producteurs pour les inciter à muter. Voilà, à passer sur du sans OGM. Mais je pense surtout que ça a été très important. Les producteurs, ils étaient en pleine crise
en fait. Oui. Et le fait, en fait, qu'il y ait des acheteurs qui viennent et qui se rendent compte de leur réalité quotidienne, du travail, de comment ils produisent et qui sont surpris, voire même des fois ébahis, en disant « Ah ouais, vous faites ça comme ça, ah, vous passez ce temps ». En fait, je pense que l'élément le plus important dans ces partenariats, c'est recréer du lien. En fait, on a des acheteurs aujourd'hui qui sont des fois juste des tableurs Excel. Ils vont regarder la HMP, ils vont regarder... mais ils connaissent à peine les produits, ils connaissent à peine les conditions en fait, de production. Et quand on veut créer de la différenciation et créer de la valeur, eh ben, je pense que c'est indispensable que les chefs de produits, et que nous aussi on comprenne leurs contraintes, mais qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est là où on a des choses à mettre en place. Et alors, dans cette démarche donc filière qualité, les consommateurs ont aussi été associés. Oui. Donc ça, c'est assez original pour le coup, parce que les filières qualité Carrefour, ça n'est pas nouveau. Ça fonctionne très bien depuis très longtemps. Ça a fait ses preuves. Mais là, ce qui est peut-être un peu plus inédit, c'est que les consommateurs ont été associés. Alors, dites-nous comment. Alors en fait, les consommateurs, ils ont été associés sur les clèmes, parce que sur le lait filière qualité Carrefour, il y a toujours trois accroches. Ah oui, pardon. Il y a 3 accroches en fait qui sont mis en avant, 3 bénéfices consommateurs. Et donc on en avait plusieurs par rapport à notre cahier des charges. Et en fait, Carrefour a interrogé en fait ses consommateurs pour savoir quels seraient les éléments en fait, les promesses qui pour eux leur parlent le plus. Donc il y avait le fait que les vaches pâturent minimum 6 mois dans l'année. Ça semblait vraiment un élément primordial. Le sans OGM. Et l'autre élément, c'était aussi que les producteurs qu'il y ait un prix garanti en fait, pour les producteurs. Donc, il y avait aussi cet intérêt, donc toute la filière, le consommateur se sent concerné. La crise du lait, dont on a beaucoup entendu parler, ça a eu visiblement des effets. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas... Enfin, en tout cas, le consommateur est sensibilisé à la problématique. Le consommateur est sensibilisé à la problématique. Et d'ailleurs, on le voit bien également avec le lait C'est qui le patron, qui justement est dans la même veine. Et on a bien vu en fait que les consommateurs étaient prêts à payer un lait quelques centimes de plus pour que le producteur soit payé décemment, puisse partir en vacances. C'est 1 semaine par an. Hein. C'est pas... Oui, c'est pas... Alors, donc, quand on connaît cette réalité... voilà. Mais vous le disiez, ça fonctionne, cette coopération, ce vrai partenariat sur certains segments de marché. Là, le lait frais microfiltré, filière qualité, c'est pas les plus gros volumes quand même de la grande distribution. Qu'est-ce que ça représente au final chez Carrefour et pourquoi est-ce que Carrefour s'engage sur ce type de produit? Qu'est-ce que ça représente dans ses ventes? On va être très honnête, je crois qu'ils font 500 millions de litres de lait par an. Ça va représenter 1 million. D'accord. Ok. Mais c'est bon, mais en fait, c'est symbolique, surtout, mais néanmoins, ouais, bon, mais je crois que c'est pas uniquement sens. symbolique. En fait, je pense que c'est important que la grande distribution aussi offre des produits de qualité avec derrière des démarches et déjà de l'avoir fait et de s'être déplacé et d'avoir une vraie volonté de travailler de manière positive et constructive. Voilà, pour nous, c'est déjà un élément important en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie voie vers de la co-construction parce que quand on va dans les enseignes, on n'entend qu'une chose, c'est comment se différencier. Ils ont besoin d'avoir des produits différenciants et comment créer de la valeur. Et là, pour le coup, on y répond. C'est le cas. Voilà. Ok, merci. Guy Bernard, vous approvisionnez, on l'a dit, donc, en fruits et légumes et produits de la mer, les circuits de la restauration et le circuit de la grande distribution. Est-ce que les attentes consommateurs dans ces 2 circuits sont différentes? Oui, les attentes sont différentes. Pour autant, par rapport à la thématique de l'offre locale et des produits locaux, de la fourche ou de la fourchette à la fourche ou de la fourche à la fourchette. Oui, alors là, on l'a pris de la fourchette à la fourche. On remonte la filière. Nous, on serait plutôt à regarder de la fourche à la fourchette dans les témoignages qu'attendent nos clients. Alors, en grande distribution, clairement, il y a une offre locale, une communication sur l'offre locale, mais sur le maraîchage, sur les produits fruits et légumes, mais en charcuterie, en fromage, toutes les familles produits frais. En restauration également, de plus en plus. Alors, les problématiques ne sont pas les mêmes selon qu'on est en restauration collective ou en restauration commerciale et selon qu'on est en restauration publique ou en restauration privée. Il y a des équipes Sodexo dans la salle. Sodexo communique et travaille sur l'origine locale de ses produits depuis un certain nombre d'années, sans trop de difficultés. Enfin,
si ce n'est la capacité de ses fournisseurs à le faire, mais sans difficulté juridique particulière. C'était plus compliqué pour les acheteurs publics. Je ne pense pas qu'il y ait trop d'acheteurs publics dans la salle. Où là, le code des marchés publics, avec une réglementation spécifique, ne permet pas d'exprimer un besoin et de faire un critère sur l'origine locale d'un produit. C'est considéré, c'est restrictif de la concurrence. On n'a pas le droit de faire un choix. Un acheteur public ne peut pas choisir un produit ou exprimer un besoin ou un critère sur l'origine locale ou sur la distance géographique d'un produit ou d'un producteur. Pour autant, tous les élus sont tous demandeurs de faire travailler l'économie locale, la production locale et de faire consommer dans leur cantine des produits locaux de saison. Donc il y a eu une évolution dans le cadre des marches interprofessionnelles. On a pu faire évoluer un peu le code des marchés publics et introduire la notion de circuit court, où là, avec le droit à un intermédiaire entre le producteur et le restaurant, des besoins complémentaires maintenant peuvent être exprimés de la part des acheteurs, qui expriment aussi des besoins en matière de communication, pouvoir communiquer à leurs consommateurs, à leurs convives dans les restaurants, sur le produit, son origine, son mode de culture. Et donc, pour des distributeurs comme nous, le challenge, c'est de savoir mettre en place les outils qui permettent effectivement de communiquer, et puis maintenant aussi d'apporter la traçabilité, tout ce qui est le détail statistique qui confirme les engagements pris. Et vous avez des marques à vous, en fruits et légumes notamment, et en produits de la mer aussi. Est-ce que dans ces marques-là, il y a une collaboration avec des producteurs en amont? Il y a une vraie démarche là aussi, comme ce que Émilie vient de décrire? Alors, sur la démarche marketée pour la partie restauration, on n'est pas trop... Les marques qu'on a développées au niveau du réseau Le Saint sont clairement tournées consommateurs et vente en grande distribution. La marque, elle parle aux consommateurs. On a une marque pour les produits exotiques, une marque pour les produits locaux, des marques pour les fruits qualitatifs, etc. Au niveau de la restauration, la marque, elle n'arrive pas dans l'assiette. Le convive dans un restaurant... Oui. La notion de marque. Par contre, la démarche marketée, là, c'est d'être capable de communiquer sur la fiche producteur, sur des témoignages vidéo des producteurs, avoir des choses à raconter à la fois pour nos clients, pour les prescripteurs de nos clients, et puis aussi pour les convives. Et il y avait un restaurateur ce matin, il n'a pas spécialement parlé de l'origine des produits, il a plutôt parlé son fonds de commerce, ses clients et la manière dont on a quand même aussi des gens qui commencent à raconter des choses sur l'origine des produits, mais en restauration commerciale comme en restauration collective, en France comme à l'étranger. Donc là, je pense qu'on est maintenant engagé dans des démarches, je pense, durables sur une attente consommateur forte sur connaître l'origine des produits. On l'a aussi de plus en plus sur les produits de la mer. Oui, alors justement, la transition est toute faite. Arnaud, donc je le disais, vous êtes directeur général d'une société, vous l'avez dit, de conchyliculture Cultimer, donc qui regroupe 35 producteurs de moules et d'huîtres. Hein, vous l'avez dit, grande façade Atlantique et oui. Plus, et Bretagne-Normandie également. Oui, 35 actionnaires, à peu près 300 producteurs sur l'ensemble du littoral, qui sont vous collectez aussi les volumes de... Absolument, d'autres producteurs. Oui. Et alors donc, là aussi, vous avez eu une démarche, ou plusieurs démarches même originales avec la grande distribution, et de votre côté déjà, vous avez commencé à développer des produits nouveaux qui répondaient aux attentes consommateurs, et voilà, des besoins de marché qui n'étaient pas satisfaits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors je vais pondérer un petit peu quand même. Mon métier, c'est de vendre des coquillages vivants. Donc notre marge de manœuvre en termes d'innovation, de création est assez réduite. Notre mission principale, c'est de préserver l'intégrité de nos produits. Alors effectivement, notamment la filière FQC de Carrefour nous a amené par exemple sur les moules, qui est un produit, c'est le produit de la mer qui se vend le plus en volume en France, et c'est un des produits de la mer les moins chers. Bon. Par contre, les consommateurs ont une vision très traditionnelle des moules comme des huîtres. Et les moules se vendaient avant essentiellement en vrac sur les rayons marée. Donc un de nos premiers objectifs, ça a été le libre-service sur ce type de produit.
Donc de pouvoir vendre des moules en libre-service, ce qui a considérablement ces dernières années augmenté la pénétration de ce produit en grande distribution. Mais encore fallait-il fournir du service pour ça. Absolument. Et puis parallèlement à ça, on a souhaité informer le consommateur, c'est un mot qu'on retrouvera beaucoup dans notre démarche. On vendait avant des moules de bouchot. Aujourd'hui, nous, on a voulu segmenter l'offre et par lieu de production, par bassin de production. Donc aujourd'hui, on vend des moules de bouchot de Normandie, de la baie du Mont-Saint-Michel, de la baie de Saint-Brieuc, de Fort-Boyard. Donc on a identifié les terroirs, les différents crus de moules. La démarche est un peu la même pour les huîtres. Bon, sauf que pour les huîtres, à l'inverse de la moule, on est sur un produit très festif. Oui, c'est plus exceptionnel. Voilà. En plus, on est confronté. Alors, une des caractéristiques des huîtres, c'est que 60 à 70% de nos ventes se font en un mois, au mois de décembre. Et en plus, on est confronté depuis 7-8 ans maintenant à des problèmes de mortalité liés à l'évolution climatique. Donc là, notre réponse, là aussi en collaboration avec les distributeurs dans les filières, ça a été d'essayer de segmenter au maximum nos productions en termes qualitatifs. Bon, pour pouvoir mettre en valeur des micro-productions très qualitatives et donc aller vers une premiumisation de notre gamme d'huîtres. Et alors, vous avez développé, on parlait de service, vous parliez de libre service justement sur la vente de moules. Vous avez développé une forme d'innovation, une innovation de service. Quelle est-elle et en quoi est-ce qu'elle a joué sur les volumes de vente justement ? Une des principales attentes du consommateur, on revenait aux bases, c'est-à-dire la praticité. Bien sûr. Et sur la moule, passer 20 minutes à éplucher 1 kilo de moule, c'était pas sympa. Donc, on s'est appliqué à présenter le produit prêt à cuire en unité de vente consommateur, ce qui permet finalement la mise en œuvre du plat dans l'assiette en moins de 5 minutes. Ce qui nous a permis aussi de rajeunir un petit peu la clientèle. Donc ça veut dire laver et débissucer. J'ai ça appris ce que signifiait débissucer. Le prêt à cuire, c'est retirer le byssus de la moule, ce qu'on faisait à la main. Donc il y a la petite membrane qui permet à la moule de s'accrocher, à sa coquille, de la laver. Donc elle est lavée, débissucée. Donc le byssus est retiré. Elle est donc prête à mettre dans la casserole avec un verre de vin blanc ou une cuillère de crème et des oignons. Bon, donc la barquette a été effectivement une innovation qui continue encore aujourd'hui, puisque... Et sur les volumes de vente, justement, quel effet? Vous l'avez vu instantanément? Vous avez vu les volumes décoller? Alors, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce qu'en France, on ne bouscule pas la tradition chez le consommateur comme ça du jour au lendemain. Même quand on lui rend service? Même. Il faut du temps. On a beaucoup plus vite percé en Allemagne et en Belgique qu'en France. Bon, par contre, aujourd'hui, c'est entre 50 et 60% des volumes de moules vendus en grande distribution qui sont en barquette. Donc c'est considérable, c'est une vraie révolution pour eux. Donc le prêt à cuire a été une vraie innovation et qui continue encore aujourd'hui puisque, il y a encore 2 ans d'ailleurs, des chaînes comme Lidl ne vendaient pas de moules, ne s'intéressaient pas à ce produit-là. Aujourd'hui, c'est un de nos premiers clients. Et sur les huîtres, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce que vous avez pu faire pour faire évoluer les choses? Parce que, alors là, en collaboration avec la distribution, vous avez aussi vous êtes un peu passé en force auprès des syndicats de producteurs. Racontez-nous ce que vous avez pu faire conjointement, du coup. Oui, alors l'huître, c'est d'abord effectivement un produit où il y a des freins, notamment celui du prix, qui est important. On en parlait ce matin. Bon, donc il y a une notion du prix perçu par le consommateur qui est relativement élevée. Avec les distributeurs, on constatait quand même que on a des clients assez âgés. Quand même, l'huître, c'est très consommé par les plus de 45-50 ans. Mais c'était déjà vrai il y a 30 ans. Donc ça pose un certain nombre de questions quand même. C'est une constante. C'est une constante. Il y a dans les points de vente de plus en plus de monoménages. Voilà. Et la réglementation professionnelle qui nous était imposée à l'échelle nationale, c'était l'impossibilité de conditionner des huîtres dans des bourriches de moins de 2 douzaines. Bon.
Donc 2 douzaines, c'est pratiquement 2 kilos. Ça fait une bourriche à 25-30 euros l'unité, bon, ce qui était complètement aberrant. Et puis c'est un produit vivant, donc il faut le consommer rapidement. Absolument. Alors qu'en restauration, ça fait des décennies qu'on propose des huîtres par 6, par 9 ou par 12. Donc, on a décidé avec quelques distributeurs de passer en force et de lancer des bourriches d'huîtres de 6 pièces, de 12 pièces, ce qui nous a valu d'être attaqués en justice, un long procès, un contentieux qui a duré près de 2 ans, mais qu'on a finalement gagné, ce qui nous a permis d'imposer sur le marché des unités de vente adaptées aux besoins du consommateur, tout simplement. Donc, des fois, il faut savoir bousculer un petit peu sa propre profession, puisque d'autant que un des problèmes majeurs qu'ont les producteurs, c'est la saisonnalité, c'est-à-dire le fait que les ventes soient très concentrées sur la fin de l'année, et le fait de pouvoir faire disposer aux consommateurs de petites unités de consommation tout au long de l'année, c'était un moyen de désaisonnaliser les ventes du produit, ce qui fonctionne. Et juste une question, le service que vous offrez supplémentaire sur les moules notamment, quel est le surcoût que le consommateur paye pour avoir ces moules débissucés, lavés, prêts à cuire par rapport à des moules en rayon trad? Entre 1 kilo de moule en trad sur un rayon et une barquette d'1 kilo de moule, c'est en gros 15 à 20% d'écart de prix. D'accord. Et ça n'empêche pas effectivement 50 à 60% des volumes de vente? Pas du tout. Parce qu'il y a une demande. Oui. Okay. Guy Bernard, vous parliez du local tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une demande en restauration collective, notamment des acheteurs, quand il y a des appels d'offres de plus en plus. Vous me racontiez l'exemple dans certains appels d'offres récents où effectivement les acheteurs mettaient plus de points sur l'offre, sur l'origine produit que sur le prix lui-même. C'est une tendance qui commence à se confirmer ou c'était une exception? On espère que c'est une tendance qui va se confirmer, qu'il y ait des demandes clairement exprimées et que ça ait permis de faire la différence chez certains clients privés. Dans les échanges qu'on avait avec Sodexo est amené à prendre chez certains de ses clients des engagements sur une part de production locale sur le total consommé dans certaines familles produits. Bon, ça n'existait pas en marché public. En marché public, les demandes commencent à nous être formulées. Et là, oui, je cite un exemple d'un Crous en Bretagne où, effectivement, l'acheteur a un système de notation sur tant pour le prix, tant pour la qualité, tant pour la logistique, etc. Et là, l'aspect offre locale avec les engagements de communication, de transparence, de traçabilité, etc. et d'offres rapportait plus de points que le prix. Bon, donc on espère qu'il y en aura d'autres qui suivront cette voie, mais ça traduit une prise de conscience et une évolution qu'on peut qualifier de structurelle maintenant. On peut déjà la qualifier de structurelle, oui. Émilie, alors vous nous avez expliqué votre démarche avec Carrefour sur la filière qualité Carrefour. Est-ce que d'autres distributeurs sont dans cette logique ou Carrefour, pour l'instant, est encore un peu une exception? On est en pourparlers en fait avec d'autres enseignes. C'est vrai que tout à l'heure vous avez cité également Système U. Oui, j'allais vous citer. Et vraiment qui est très en avance aussi en général. Également dans cet état d'esprit. Donc voilà. Après, on a également en fait, on a fait pas mal de marques distributeurs à une époque. Donc Reflet de France, Auchan Terroir et Itinéraire des saveurs également. Et c'est vrai qu'au début, avec les MDD, même si jamais la notion de prix était très importante, il y avait quand même ce lien au produit et de travailler ensemble. Sur toutes les MDD, parce que c'est une question qu'on se posait... Beaucoup moins, oui. Je crois beaucoup moins maintenant, je n'étais pas là, mais j'ai le sentiment en tout cas que la première MDD, il y a 20 ans, il y avait une vraie implication en fait, de l'enseigne pour connaître le produit, connaître les producteurs. Et c'est moins le cas aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, on apporte nos échantillons produits et... Oui. C'est quoi votre prix? Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de recréer du lien avec les équipes des enseignes. Et c'est vrai sur toutes les catégories de MDD, sur les MDD, ou c'est surtout sur les MDD cœur de gamme et premier prix, les MDD premium, est-ce qu'elles sont traitées un petit peu à part? Est-ce qu'il y a toujours cet échange ou est-ce que là aussi on vous demande d'apporter vos échantillons et je pense qu'aujourd'hui les échanges ils sont dans
comment vous pouvez créer de la différenciation? Comment on peut se différencier? Qu'est-ce que vous, par rapport aux attentes sociétales des consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Et il y a une demande pour de l'innovation en marque distributeur où on vous dit effectivement, voilà le produit et il faut me faire un contre-type de ce produit. Est-ce qu'on est dans cette démarche? Je caricature un peu. Ou est-ce que on vous demande quand même, allez-y, proposez-nous quelque chose peut-être qui n'existe pas en marque nationale? C'est difficile parce que nous, on est sur des produits qui sont quand même où il y a peu d'innovation en fait. Je parle essentiellement pour le camembert. On défend au quotidien le vrai camembert de Normandie, au lait cru, moulé à la louche. Donc, je veux dire, les innovations, elles sont assez limitées. Si ce n'est que demain de préserver le fait que ce soit encore moulé par des hommes et des femmes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme pour les moules, il y a une demande sur les terroirs, c'est-à-dire ou sur la race, ou sur l'alimentation. Donc aujourd'hui, on va aller, c'est des choses à la marge, mais qui justement aujourd'hui parlent un petit peu. Aujourd'hui, la notion de terroir est très importante. Et donc du coup, voilà, c'est comment valoriser ou apporter encore plus le reflet de notre terroir. D'accord. Pour apporter de la différenciation. Mais on est sur un mode de fabrication traditionnelle qu'on tient à préserver. Donc l'innovation, elle est un peu difficile au niveau du produit. Petite question qui s'adresse à vous trois. Selon vous, demain, où va se porter la collaboration entre l'amont et l'aval dans l'ensemble de la filière? Sur quels points? Sur quels éléments? Est-ce que la demande de collaboration sera la plus forte? Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'un élément qui est hyper important, c'est la logistique. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très glamour de parler de la logistique, mais en termes de rentabilité... Mais non, mais c'est capital. La rentabilité, elle sera là demain. Si jamais, justement, on arrive à travailler main dans la main avec les distributeurs, et ça, on a encore des difficultés aujourd'hui pour optimiser la logistique. Et comment est-ce qu'on pourrait faire, selon vous? Est-ce que vous avez déjà des idées de schéma logistique? Qu'est-ce qui pourrait simplifier un petit peu et faire baisser les coûts, justement? Il faut qu'on arrive à travailler à 5 livraisons par semaine. Est-ce que ça a du sens pour un proxy, par exemple? La question est posée. Donc voilà, l'interrogation est... Non, mais vous avez raison. C'est juste des... Voilà, je pense que la logistique aussi, ils nous demandent du prix, mais ils nous demandent de plus en plus de services. Et je pense que là-dessus, il faut que justement on arrive à échanger et travailler de manière constructive, positive, parce que nous, je veux dire, on fait 70% de notre chiffre d'affaires avec les enseignes, et demain, on a encore envie de travailler avec les enseignes. Et donc, du coup, on est plutôt à se dire comment on peut justement co-construire ensemble et avancer pour que ce soit rentable pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a un élément quand même aujourd'hui qui est important, c'est comment sur la chaîne de valeur, chaque maillon puisse décemment gagner sa vie. Voilà, ça, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation, pour moi, c'est pas de l'innovation, c'est du bon sens. Oui. Mais aujourd'hui, c'est peut-être justement de réfléchir là-dessus. Et c'est vrai que ce qui a été aussi très intéressant avec nos producteurs, c'est qu'ils étaient contre les enseignes. Aujourd'hui, ils étaient en train de dire que les enseignes, ce qu'on leur a dit, c'est peut-être aussi de notre faute. Les enseignes sur nos produits, elles marchent 35, alors que sur du président, elles marchent 20. Ou beaucoup moins. Et donc, du coup, les producteurs étaient très énervés en se disant « Mais pourquoi sur des produits de qualité, on marge plus, alors qu'on devrait plutôt soutenir tout ce qui est français, avec un savoir-faire ?» Et en fait, ce qu'il faut surtout expliquer, c'est qu'on a peut-être des fois 2 facings, mais au niveau rotation, on n'est pas bon par rapport à un président qui a 5 facings, mais sauf que dans la journée, ils vont en vendre 200, alors qu'on va vendre que 20 camemberts de Normandie. Donc, pour eux, la grande distribution, ça a un coût. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre chez chaque acteur quelles sont ses problématiques. Et je pense que ça se fait par l'échange, par la création de liens. Et du coup, d'ailleurs, ils peuvent parfois être tentés de prendre d'autres voies d'autres circuits de distribution. Alors bon, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, mais quelquefois, certains industriels sortent du circuit grande distribution. Ça arrive. Non, je dis. Je vous laisse.
En fait, excusez-moi, je vois. Non, parce que vous disiez, certains industriels oui, trouvent ne souhaitent ne plus travailler avec la grande distribution parfois. Ouais. Même si effectivement il n'y a pas énormément d'autres solutions quand même, mais bon, pour certains c'est le cas. Oui, Guy Bernard, vous vouliez témoignage sur la logistique. Donc là, c'est une logistique de grossiste distributeur qui livre ses clients. Peut-être situer, expliquer les coûts. En restauration, on estime, c'est une moyenne, et c'est pas une moyenne Le Saint, c'est une moyenne interprofession, le coût moyen d'une commande entre 25 et 30 euros. Alors, selon que votre client, il est à 5 km de votre dépôt, ou à 150 km, ou à 200, le coût est naturellement pas le même. Et selon qu'on livre 50 kg, 150 kg ou 500 kg, vous comprenez le coût au kilo de la distribution. Donc les facteurs pour rendre plus performante cette logistique, ce coût logistique, c'est pour nous la proximité, c'est la fréquence de livraison, effectivement l'optimiser si c'est pour aller chez un client tous les jours, alors que peut-être un jour sur deux suffit, on réduit des opérations et on augmente les poids moyens livrés. C'est l'extension des gammes distribuées. On était historiquement grossiste fruits et légumes. Depuis qu'on distribue les produits de la mer, on distribue des produits de la mer à des coûts inférieurs à ce que distribuait le grossiste qui ne fait que des produits de la mer. Et maintenant qu'on se met à distribuer viande volaille, les volaillers commencent à se dire tiens, finalement le fruits et légumes, sous réserve qu'ils maîtrisent bien le 2-4 degrés, il me coûte moins cher que certains réseaux spécialisés ou des transporteurs, je ne vais pas donner de nom de transporteurs, qui sont monoproduits ou qui viennent faire une livraison. C'est un premier point. Et deuxièmement, toujours au niveau logistique, par rapport à une offre locale, particularité aussi d'entreprises comme les nôtres, implantées dans toutes les régions où on livre nos clients, puisque le modèle. Combien de plateformes avez-vous en France ? On en a 22. Et c'est plutôt d'aller chercher les clients à 100 km de nos plateformes. Une fois qu'on a fini de livrer nos clients, on ramasse chez nos producteurs les produits qui dans les fermes, qui dans les stations d'expédition, de conditionnement. Donc là, la vertu du schéma, c'est pour nous, on achète des parts et ça évite aux producteurs de mettre en place des moyens ou des coûts logistiques de la distribution. Nous, on a des camions qui ne rentrent pas à vide et on a une fréquence de ramasse quasi quotidienne, donc fraîcheur des produits. Là aussi, c'est finalement rendre plus accessibles des produits locaux. Et d'ailleurs, ce qui nous fait dire que dans notre positionnement sur l'offre locale, on n'est pas demandeur, même si la démarche est marketée, etc. On ne demande pas de coûts supplémentaires à nos clients. Il y en a dans la salle, donc ils peuvent en témoigner. C'est de dire le produit local pour nous, c'est le prix Origine France, parce qu'on ne va pas demander à un producteur de tomates français de s'aligner sur un prix de tomates espagnol. Ça nous vaudrait quelques difficultés si on avait ce type d'approche. À variété ou rendement identique. Pourquoi cette précision ? Une pomme d'altitude, on n'a pas forcément les mêmes rendements qu'une pomme de Provence. En pomme de terre, selon les variétés, vous avez des variétés à 30 tonnes l'hectare, d'autres à 80. Donc là, on tient compte des rendements de la productivité pour expliquer le prix. Donc ce que vous dites, c'est qu'à variété comparable, on peut en local avoir des prix égaux, voire inférieurs à des produits. Notre propos, c'est de dire qu'il n'y a pas de demande de cost plus pour une démarche marketée sur l'offre locale. Oui, ce qui est très positif et encourageant. Pour le coup. On l'espère. Alors, dans les perspectives, les tendances, un pronostic que nous on fait, c'est que demain, avec un certain nombre de clients, on ira certainement vers des contrats tripartites et vers des contrats prix de campagne. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, l'achat du fruits et légumes, c'est un peu du quotidien, c'est au jour le jour. Des pratiques anciennes dans la profession, notamment pour des grossistes de marché, c'est ce qu'on appelait le prix après-vente. On réglait son producteur une fois qu'on avait vendu ses produits. Ça peut sembler choquant pour des industriels. C'est des pratiques qui étaient historiques, séculaires, notamment sur les grossistes de marché. Demain, et notamment les jeunes générations de producteurs, ils ne plantent pas s'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils vont vendre. Donc la tendance, ça va être de dire, on peut imaginer demain de réintroduire certaines cultures dans certaines régions, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Demain, si vous voulez replanter des carottes en Île-de-France, elles ne seront pas payées au prix des carottes des Landes ou des carottes de la Manche. Parce que le foncier en Île-de-France, ce n'est pas le même, parce que les coûts de production en Île-de-France ne sont pas forcément les mêmes que dans des régions plus rurales. Et ça, donc il faut des engagements, des contrats, voilà, avec des engagements. Et ça, ce type d'explication commence à être entendu. Et
Voilà, c'est notre travail que de l'expliquer, que de le porter, ce type de projet. D'accord, là on est vraiment pour le coup dans des vraies démarches filières. Oui, exactement. Arnaud. Oui, juste un petit mot sur je suis tout à fait d'accord sur la problématique de la logistique. Bon, nous, nos produits sur la grande distribution, c'est vendu à 90% au prix départ. Donc, ce sont les distributeurs qui ont en charge le transport. La logistique a un impact important en termes de coût de revient sur le produit final, sur la qualité du produit aussi. Mais j'ai juste une remarque à faire, c'est que quand je travaille par exemple avec Carrefour, mes interlocuteurs du service achat, ou éventuellement quand on a des interlocuteurs côté marketing, sont incapables de nous parler de logistique. Ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur domaine de responsabilité. Ils n'ont pratiquement aucun contact avec leur propre service logistique. Et nous ne connaissons pas les services logistiques de Carrefour. Donc, Émilie, on a là... qui est-ce Donc, mais ça fait 20 ans que je tourne que autour la de problématique, et voilà, c'est pas nouveau. Bon. Et des fois, on a des diagnostics précis avec les acheteurs et qui sont conscients des carences, des problématiques que la logistique peut avoir, peut poser à nos produits. Et là, c'est le constat d'impuissance totale. Bon, je veux juste faire cette remarque-là. Donc là, c'est une question d'organisation interne. Oui, alors attention, je parle de Carrefour. Mais c'est vrai chez les autres. C'est exactement vrai. On ne stigmatise personne. Non, c'est vrai chez tous les distributeurs. Nous ne sommes pas des interlocuteurs des services logistiques. Donc nous qui sommes présents sur l'ensemble du littoral français, par exemple, un distributeur va avoir une organisation logistique pour la ramasse des produits en Normandie et une organisation totalement différente pour les produits en Bretagne. Donc des fois, j'ai une y compris chez des distributeurs centralisés ou c'est propre à des distributeurs indépendants? Non. Les enseignes? Tous. Bon. Alors, moi, mon siège social... C'est parfois le fruit de l'histoire aussi, des rachats d'enseignes, etc. Oui, mais non. Mais non. Non, mais je ne cherche pas à défendre qui que ce soit, mais bon. Voilà. Bon, moi, mon siège social est installé au bord du Couesnon, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Donc, je comprends leurs problématiques. Sauf que des fois, j'ai un producteur qui est situé à moins de 3 km d'un autre producteur. L'un est normand, l'autre breton. La semis qui passe chercher chez le producteur normand est pleine. La semis qui passe chez le producteur breton à 3000 mètres de là est vide. Bon. Et des exemples comme ça, on peut en décliner. Bon, et les acheteurs le savent. Bon. Et transporter 800 kg dans une semi-remorque jusqu'à Paris, enfin jusqu'à Rungis ou aux plateformes d'éclatement, je ne vous raconte pas le coût. Bon, pour faire ma parenthèse. Voilà, non, mais très bien, le sujet il méritait d'être posé. Merci beaucoup, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Alors, ne partez pas, il y a peut-être des questions dans la salle. Là, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués. On a vu que ces démarches filières sont très prometteuses. Enfin, prometteuses, elles ne sont pas nouvelles, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. On a parlé de contrats tripartites, on a parlé de logistique, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions ? Olivier ? Oui. Ce que je n'ai pas souligné, en fait, aussi dans la vertu du partenariat, c'est que c'est un partenariat sur 3 ans. Important. Donc voilà, ça c'est. Il y a un engagement. Voilà, il y a un engagement, donc on est aussi parti sur un prix, voilà, avec une révision, mais c'est un partenariat sur 3 ans. Et l'autre élément aussi positif, c'est qu'en fait, ils nous ont mis. Au début, on devait être que dans les hypermarchés, et en fait, on va être en hyper, en market et en proxy pour le lancement. Ils ont été séduits, plus que séduits, finalement, convaincus même. Mais c'est vrai que c'est important pour une entreprise d'avoir une vision au-delà des 12 mois. Oui, bien sûr. Voilà. Et au-delà d'un... Enfin, même si les hyper, c'était un très gros réseau, évidemment, d'avoir l'ensemble du réseau, c'est la preuve de la confiance. Exactement. Oui, tout à fait. Bon, ça méritait effectivement d'être souligné. Super. Bon, pas de... Ah si, voilà. Une question, monsieur Laborde. Pour monsieur... Cordier, pardon. Oui. Ouais. J'ai pas trop bien compris. On nous parle des régions. On a agrandi les régions. Si j'ai bien compris, on veut faire quand même que les régions aient une certaine relative autonomie, et proximité, approvisionnement de proximité, autonomie, etc. Alors,
Non, alors le code des marchés publics, le code des marchés publics, il est national. Maintenant, les récentes modifications du code des marchés publics relèvent plus des instructions européennes que des instructions régionales. Mais honnêtement, ça n'a pas changé l'Europe. Enfin, il y a eu obligation de reprendre un certain nombre d'aspects décidés au niveau européen. Pour autant, les critères de l'achat public sur la transparence, l'équité de traitement des candidatures, etc., n'ont pas à voir avec le redécoupage régional ou le redécoupage politique ou les ambitions politiques qu'on peut avoir dans les redécoupages régionaux récents. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du redécoupage régional? Donc, pour nous, plus d'autonomie aux super-régions, alors, justement approvisionner dans la mesure du possible et de la compétitivité nationale. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que... Privilège régional. D'accord. Ce que j'en pense, c'est que le meilleur achat public demain, il dépendra plus de la professionnalisation des équipes et des acheteurs que de l'organisation politique concentrée, déconcentrée, régionalisée, départementalisée des administrations ou des collèges, des lycées. On avait en face de nous des acheteurs qui, pendant longtemps, étaient plutôt des gens tournés sur la fonction administrative, sur l'aspect administratif de la procédure. Les récentes évolutions du Code des marchés publics fin mars, c'est un terme, là où on parle de sourcing, eux, ils parlent de sourçage, mais de dire maintenant, messieurs les acheteurs, vous devez être en situation de sortir de vos administrations, aller rencontrer ce qui se passe tant au niveau de l'industrie que de l'agriculture, discuter, échanger avec les fournisseurs, là où pendant des années, c'était chose interdite, il fallait rester parce que les problèmes d'intégrité, de corruption, etc., il y avait une suspicion. Donc là, on peut, nous, attendre qu'il y ait, et quand on peut échanger avec des acheteurs publics par témoin, on les aide à mieux rédiger leur cahier des charges, à mieux exprimer leurs besoins, et notamment sur la partie fruits et légumes, ne serait-ce que mieux comprendre la saisonnalité des produits, l'offre régionale qui sera très différente selon que vous êtes en Champagne-Ardenne, en Limousin, ou en Midi-Pyrénées, ou en Aquitaine, ou en Bretagne, et qu'on les aide, on les accompagne pour mieux exprimer leurs besoins. S'ils expriment mieux leurs besoins, a priori, on est plus facile à répondre convenablement à leurs attentes. Merci. Ah, une question. Oui, Philippe Breton, ce matin on parlait de digital. Est-ce que ces nouvelles technologies peuvent permettre de mieux travailler ensemble par une meilleure circulation de l'information et dans les deux sens? Et est-ce que ça vous aide à mieux travailler et à optimiser? On évoquait tout à l'heure. Qui veut répondre? Je peux dire un mot là-dessus. Oui, les choses. Enfin, nous qui sommes toujours en termes de recherche de temps, c'est-à-dire on travaille très vite, les produits vivants. L'échange, on pêche très vite le produit, on lave, on conditionne très vite, on expédie le plus vite possible. Donc le fait aujourd'hui de dématérialiser les commandes, par exemple, ou les confirmations de commandes, ça a été un atout considérable pour nous. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, avec beaucoup de distributeurs, dans nos produits, il était impossible d'avoir, il y a encore quelques années, des commandes avant 10 h le matin pour des camions qui partaient à 10h30. On arrive aujourd'hui à avoir des commandes pendant la nuit. Donc oui, ça a eu un impact énorme sur notre organisation de travail. Est-ce que vous pouvez avoir une meilleure visibilité sur ce qui est vendu? Parce que bon, entre ce que vous produisez et ce qui est vendu, et notamment sur les produits vivants, sur des produits avec une matière première limitée, c'est important peut-être d'être piloté aussi par la vente. En fait, c'est des fichiers qu'on achète. Ça s'appelle des data sharing. Et donc, du coup... Voilà, non, mais pas forcément. Après, il y a des échanges des fois qui sont faits, mais si jamais, en fait, ce qu'on achète, c'est les sorties caisses. Voilà. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est, je vais dire un petit peu le nerf de la guerre. Voilà, excusez-moi. C'est troublant quand on parle d'argent. Voilà. Mais voilà. Par contre, je voulais juste reprendre. Donc, les commandes par EDI, c'est très bien, c'est très pratique, mais il y a quand même un gros souci, c'est que il n'y a plus grand monde qui va voir dans les rayons ce qui se passe. Et puis quand il y a un jour férié, on se retrouve avec des ruptures. Donc voilà, c'est toujours un équilibre, je pense. Ouais, et je pense qu'il faut, dans ce monde digital, je pense que c'est
important de garder les deux. Voilà. Moi, juste pour compléter sur la partie digitalisation, bon, il y a la partie échange de données, EDI facture, EDI commande, ou information logistique, fiches techniques, etc., cahier des charges qu'on s'échange de manière plus ou moins normée. Mais maintenant, clairement, l'évolution qu'on voit, c'est, en tout cas en restauration, c'est une demande de communication vis-à-vis du convive, vis-à-vis du consommateur. On veut la fiche producteur, l'histoire du producteur, sa photo dans le champ, quand est-ce qu'il a acheté son dernier tracteur, des vidéos. Et ça, on a des clients qui nous parlent aussi de digitalisation et demain qui ont envie que dans leur restaurant, pouvoir expliquer l'origine du produit, comment il était fabriqué. C'est ça. Et on a développé des outils pour le permettre. Alors, qui évolue au fil du... Mais on a maintenant la capacité à communiquer de manière très spécifique et ciblée sur l'offre locale de saison, ce qui n'existait pas il y a 5-10 ans en arrière. Et on met même la photo du producteur sur le camion. Et les photos, alors nous, sur nos 300 camions, sur nos 300 camions, on doit en avoir 200, 250 qui ont les photos de producteurs. Émilie le dit sur le lait, vous l'avez fait vous sur les camions. Et puis d'un côté, on en a un, de l'autre côté, on en a un autre. Et on le fait même sur les camions de marée. Là aussi, on a des producteurs d'huîtres, des pêcheurs, etc. Bon, super. OK, merci beaucoup. On peut les applaudir.